En une nuit, le Burkina Faso a vécu un bouleversement sans précédent. 113 noms, des figures de l'élite politique, militaire et médiatique ont vu leurs avoirs gelés, leur pouvoir économique réduit à néant. Ce qui semblait impensable devient réalité. Ibrahim Traoré et son gouvernement ont donné un message clair. Même les plus puissants peuvent être attaqués. Une décision radicale a été prise. Elle change la perception des citoyens et des dirigeants. Mais pourquoi une telle action maintenant? Et qu'en est-il de la stabilité du pays après ce coup de force? Ce geste spectaculaire a mis à l'épreuve la souveraineté du Burkina Faso. Un système de pouvoir, longtemps perçu comme intouchable, a été ébranlé. Le gel des avoirs de 113 élites a révélé non seulement une lutte interne, mais aussi une prise de position audacieuse de Ibrahim Traoré. Ce n'était pas simplement une manœuvre politique, mais un message. Le pouvoir n'est plus au service de quelques privilégiés, mais de la nation tout entière. Le peuple a vu dans cette décision un signal fort de renouveau, un tournant crucial dans la lutte contre la corruption et les abus de pouvoir. Mais cette mesure, bien qu'impressionnante, comporte des risques considérables. L'attaque contre l'élite pourrait provoquer une tempête non seulement politique mais aussi sociale. Les répercussions ne se feront pas attendre. Chaque décision prise par Ibrahim Traoré devient désormais un pari pour l'avenir du pays. Pour le peuple, la question reste, ce choix audacieux fera-t-il avancer le Burkina Faso vers un avenir plus stable ou est-il le début d'une crise encore plus profonde? Lorsque les avoirs des 113 élites ont été gelés, une onde de choc a traversé le pays. Ce n'était pas simplement une mesure économique, mais une déclaration de guerre silencieuse contre un système de pouvoir corrompu. Les premières premières réactions furent de stupeur et de confusion, tant au sein de l'élite qu'auprès du peuple. Les figures puissantes, qui étaient autrefois considérées comme inattaquables, ont vu leur empire s'effondrer du jour au lendemain. Cette décision, bien que radicale, a été longuement mûrie par les services de renseignement et les partisans de Ibrahim Traoré. Selon les analyses, ces élites étaient non seulement des opposants politiques, mais aussi des conspirateurs présumés ayant tenté de renverser l'État. Leur pouvoir économique et médiatique avait permis à certains de manipuler l'opinion publique, tandis que d'autres nourrissaient des ambitions de pouvoir personnel. Mais ce qui a changé le cours des événements, c'est la prise de décision du gouvernement. Ibrahim Traoré et ses alliés ont brisé le tabou de l'impunité en agissant contre cette élite. Ce qui semblait être une menace interne s'est avéré être un complot sophistiqué qui se nourrissait de ressources financières et de réseaux d'influence internes et externes. Le gel des avoirs fut un acte symbolique mais aussi stratégique. Couper les financements, briser les réseaux de soutien et surtout envoyer un message sans ambiguïté. Cela marquait le début d'une confrontation beaucoup plus vaste. Le pays n'était plus en crise à cause d'un ennemi externe, mais parce qu'un réseau caché, opérant depuis l'intérieur, menaçait la stabilité même de l'État. Le rôle de Ibrahim Traoré dans ce tournant décisif du Burkina Faso ne se limite pas à une simple action politique. Cet homme, un militaire devenu le visage de la résistance contre un système corrompu, incarne l'espoir pour une nation qui a longtemps souffert sous le poids des élites. Mais sa prise de pouvoir en 2022 n'était que le début d'un processus beaucoup plus complexe. Ibrahim Traoré n'a pas seulement renversé un ancien président, il a ouvert la voie à un nouveau modèle de gouvernance où la justice ne fait pas de distinction entre les puissants et les opprimés. Le gouvernement de Traoré s'est forgé une réputation d'intransigeance, mais aussi de volonté de lutter contre la corruption systémique, ce qui a renforcé la confiance du peuple en sa capacité à changer les choses. Cependant, le défi auquel il fait face est monumental. En s'attaquant directement à l'élite économique et politique,
Ibrahim Traoré a déclenché une série d'événements qui dépassent la politique intérieure. Les premières réactions furent jouées positives. Le peuple, longtemps écrasé par des élites corrompues, a vu dans ce mouvement une chance réelle de changer les choses. Mais cette décision a également mis en lumière les faiblesses du système en place. Alors que les élites perdu leur pouvoir, d'autres forces extérieures commencèrent à se manifester, inquiètes des changements qui se dessinaient. Le jeu n'était plus seulement national, mais il devenait de plus en plus influencé par des acteurs internationaux qui avaient de leurs propres intérêts dans la stabilité du pays. Le processus qui a mené à cette décision historique a été minutieusement orchestré par Ibrahim Traoré et ses alliés. Tout a commencé avec une série d'investigations menées par les services de renseignement du gouvernement, qui ont mis au jour une vaste conspiration visant à renverser l'État. Le complot n'était pas simplement une série de discussions isolées, mais un réseau bien structuré qui s'étendait au sein même des institutions burkinabées avec des connexions financières et médiatiques qui permettaient de manipuler l'opinion publique. Les forces qui soutenaient de ce réseau étaient puissantes et leurs ressources illimitées leur permettaient d'agir dans l'ombre, loin des regards publics. Lorsque la décision de geler les avoirs des 113 personnes impliquées a été prise, elle n'a pas été un coup de maître immédiat. En effet, une première phase de tensions internes a vu des résistances au sein du gouvernement, certains craignant les conséquences d'une telle action. Cependant, Ibrahim Traoré a insisté sur le fait que cette décision était nécessaire pour garantir la souveraineté du pays et restaurer la confiance du peuple dans ses institutions. La mise en œuvre de cette mesure a été rapide et délibérée. Les banques ont obéi sans délai et les personnes concernées ont vu leurs ressources financières coupées net. Mais cette action a eu des effets immédiats. D'abord, une grande partie de l'élite privée de ses moyens financiers s'est retrouvée dans une position vulnérable. Ensuite, les discussions ont commencé à circuler dans les quartiers, où les citoyens ont vu cette action comme un signe de changement. Pourtant, cette décision n'a pas été sans risque. Pour de nombreux critiques, toucher aux élites du pays pourrait entraîner une réaction violente, avec des répercussions sur la stabilité interne du Burkina Faso. Les opposants ont mis en garde contre le risque de créer une tempête politique et sociale, alors que les partisans de Ibrahim Traoré espéraient qu'elle pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de gouvernance. Le gouvernement, en avançant avec cette mesure audacieuse, a lancé un signal fort, un message clair: le pouvoir, en tant qu'instrument de la nation, ne doit pas être au service d'intérêts privés, mais de l'intérêt général. Ce signal, bien qu'éclatant, a cependant exacerbé les tensions internes et a fait surgir des menaces imprévues. Dans les coulisses, des forces extérieures se sont mobilisées pour répondre à ce changement, alors que la communauté internationale surveillait de près les événements au Burkina Faso. Ce qui avait été perçu comme une simple décision financière est rapidement devenu un point de rupture. La situation au Burkina Faso a évolué d'une crise politique locale à une confrontation plus globale, un affrontement entre des acteurs internes et externes dont l'enjeu était bien plus grand que celui de la simple souveraineté du pays. Les événements qui ont suivi ont confirmé que ce coup de force n'était pas seulement un acte administratif, mais le début d'une guerre souterraine. Les preuves de l'implication des élites dans ce complot ne sont pas restées théoriques. En effet, les services de renseignement ont fourni des données financières détaillées qui ont été analysées et présentées au public. Selon ces informations, plus de 28 millions de dollars ont été mobilisés pour financer l'opération. Ces fonds, transférés par des sociétés écrans et des comptes dissimulés, circulaient de manière invisible, rendant difficile toute traçabilité directe. Cette somme a été utilisée pour plusieurs objectifs: la corruption d'officiers,
l'achat de silence médiatique, la manipulation de l'opinion publique à travers des campagnes de désinformation et la préparation logistique d'une rébellion armée. Les autorités burkinabées ont mis en lumière un réseau complexe de transactions financières transnationales, révélant l'étendue de l'influence étrangère dans ce complot. Il ne s'agissait pas simplement de ressources locales, mais bien d'un système de soutien structuré à l'échelle internationale. Les informations obtenues ont montré que plusieurs figures politiques, des hommes d'affaires influents et des acteurs extérieurs avaient été impliqués dans le financement de cette conspiration. Des pays voisins, bien que pas directement responsables, ont été mentionnés dans des enquêtes de blanchiment d'argent, avec des fonds arrivant par des canaux discrets, en dehors des contrôles institutionnels. L'un des exemples les plus frappants a été le cas de Paul-Henri Damiba, ancien président, accusé d'avoir coordonné des financements à l'étranger pour soutenir la tentative de coup d'État. Les autorités ont intercepté des communications entre lui et des relais étrangers, où des accords financiers ont été formalisés pour faire face à la situation politique instable du pays. Une demande d'extradition a été formulée pour récupérer Damiba, mais il est resté introuvable, soulignant les complexités d'une enquête internationale où les pistes s'évaporent souvent dans les failles juridiques. Les autorités ont également révélé que des sociétés écrans avaient été utilisées pour dissimuler ces flux d'argent, facilitant ainsi la mise en œuvre du plan de coup d'État. Ces entreprises, souvent basées dans des paradis fiscaux, ont agi en tant qu'intermédiaires pour transférer les fonds sans éveiller de soupçons. Les enquêteurs ont ainsi pu prouver que l'argent ne servait pas seulement à financer des opérations militaires ou des attaques terroristes, mais aussi à acheter le silence et à étouffer toute opposition. Le gouvernement burkinabé a présenté une série de rapports détaillant ces flux financiers dont la plupart ont été rendus publics dans un souci de transparence. Ces révélations ont choqué le public car elles ont montré que des fonds destinés à des causes légitimes étaient détournés pour fragiliser l'État. Une fois ces fonds gelés, la machine de l'opération a ralenti, révélant la fragilité de la structure sur laquelle reposait cette tentative de renversement. L'argent, qui était censé être un atout pour les conspirateurs, est devenu leur principal point de faiblesse. Les autorités ont également analysé l'impact immédiat de ces fonds gelés. Les réseaux de soutien ont été brisés, la coordination des actions perturbée et les conspirateurs ont été contraints de se cacher ou de fuir. Ce moment précis a marqué un tournant dans l'enquête, car il a montré que même les plans les plus sophistiqués peuvent échouer lorsque les ressources financières se tarissent. Les critiques de Ibrahim Traoré et de sa décision de geler les avoirs des 113 élites ont rapidement émergé, mettant en lumière des arguments puissants qui méritent d'être examinés. D'abord, certains affirment que ce geste radical risque de diviser davantage la société, alimentant un sentiment de méfiance et d'hostilité entre les classes sociales. Toucher aux élites économiques et politiques, selon ces critiques, pourrait non seulement provoquer un chaos économique, mais aussi engendrer une guerre des pouvoirs à l'intérieur même du pays. Une telle attaque contre des figures respectées, notamment des chefs d'entreprise et des personnalités médiatiques influentes, pourrait se retourner contre Ibrahim Traoré, fragilisant son propre gouvernement. En outre, cette approche risquait de perturber la stabilité du Burkina Faso à un moment particulièrement délicat. Le pays est déjà confronté à des défis majeurs, notamment la menace des groupes armés et l'insécurité croissante. En s'attaquant à l'élite interne, Ibrahim Traoré aurait peut-être négligé l'important travail de renforcement des institutions nationales et des infrastructures de sécurité. La priorité, selon certains, devrait être donnée à la lutte contre les groupes terroristes
et non à la mise en place de réformes internes qui, selon eux, risquent de détourner l'attention des véritables priorités nationales. Cependant, pour contrer ces critiques, Ibrahim Traoré et ses partisans soulignent que la corruption et l'impunité des élites sont des menaces beaucoup plus graves pour le pays à long terme. L'attaque contre ces puissants individus était non seulement nécessaire pour rétablir l'ordre et la justice, mais elle envoyait un message fort aux citoyens que personne n'est au-dessus de la loi. En attaquant le cœur même du système corrompu, Ibrahim Traoré vise à réduire la capacité des élites à manipuler le système à leur avantage et ainsi à renforcer la légitimité de son gouvernement. Les partisans de la décision soulignent également que le pays ne pourra jamais se relever des menaces extérieures si les institutions internes ne sont pas réformées. En prenant une position ferme contre la corruption et les réseaux d'élite, Ibrahim Traoré crée un précédent important pour les futures générations. Le gouvernement ne se contente pas de traiter des symptômes, il attaque la cause profonde de l'instabilité politique et économique. Ces décisions audacieuses, bien que risquées, sont vues par beaucoup comme un investissement pour un avenir plus stable et plus équitable pour tous les Burkinabés. Après plusieurs mois d'intenses spéculations et de tensions croissantes, une vérité dérangeante commence à émerger. Ce n'était pas seulement une tentative de coup d'État interne, mais une opération bien orchestrée soutenue par des forces extérieures. Ibrahim Traoré et son gouvernement ont mis au jour des preuves montrant que l'implication étrangère dans cette conspiration n'était pas marginale. Bien que les acteurs locaux aient joué un rôle central, des soutiens internationaux, discrets mais puissants, ont facilité et financé l'ensemble du complot. Les autorités burkinabées ont révélé des enregistrements et des communications entre les conspirateurs et des entités étrangères, notamment des groupes de pression et des institutions financières internationales. L'objectif était clair, déstabiliser le pays en créant un climat d'instabilité, puis exploiter cette faiblesse pour influencer les décisions politiques de l'attaque du gouvernement. Ce n'était pas une guerre conventionnelle, mais une guerre de l'information et des finances, visant à manipuler les perceptions et à fragiliser l'état de l'intérieur. Cette révélation a secoué l'opinion publique, redéfinissant le cadre de cette crise politique. Il ne s'agissait plus uniquement d'une lutte interne pour le pouvoir, mais d'un combat pour la souveraineté nationale, face à une pression internationale croissante. Les répercussions de la décision de Ibrahim Traoré de geler les avoirs des élites ne se sont pas fait attendre. D'abord, la classe dirigeante a été mise en déroute. Nombre de ces figures de l'élite, qui avaient longtemps été perçues comme inaccessibles, se sont retrouvées dans une position de vulnérabilité. Leurs comptes gelés, leurs propriétés confisquées et leurs réseaux d'influence démantelés, ces élites ont perdu leur pouvoir économique et politique du jour au lendemain. Cependant, la réaction à cette décision a été bien plus complexe que prévu. Alors que certains ont accueilli la mesure comme une victoire contre la corruption, d'autres y ont vu le début d'une crise profonde pour le pays. L'un des premiers effets visibles a été une division croissante au sein de la société burkinabé. Alors que certains secteurs de la population ont salué le courage politique de Ibrahim Traoré, d'autres ont exprimé des préoccupations quant aux effets à long terme sur l'économie et la stabilité sociale. Les petites entreprises et les citoyens ordinaires, qui dépendaient souvent des puissantes élites pour leur subsistance, se sont retrouvés dans une situation de grande incertitude. La transition vers un modèle de gouvernance plus transparent, bien que nécessaire, s'avérait semée d'embûches. Le marché financier a également ressenti les secousses de cette mesure. Les investisseurs étrangers, qui voyaient dans le Burkina Faso un marché émergent stable, ont été perturbés par l'ampleur de l'intervention gouvernementale.
Certains ont même commencé à retirer leurs investissements, craignant que la situation ne devienne incontrôlable. Les secteurs financiers et bancaires ont été particulièrement touchés, avec une baisse de confiance qui a affecté l'ensemble du système économique. En revanche, les partisans de Ibrahim Traoré soutiennent que cette perturbation économique était inévitable. Ils affirment que pour garantir un avenir plus stable, il était nécessaire de briser les systèmes d'exploitation qui maintenaient une petite élite au sommet, tout en maintenant le reste du pays dans la pauvreté. Le gouvernement a lancé plusieurs initiatives pour compenser les effets négatifs immédiats de ces mesures, notamment en mettant en place des aides ciblées pour les communautés les plus vulnérables. Mais ces initiatives, bien que bénéfiques à court terme, ne suffiront pas à atténuer les conséquences à long terme de la rupture économique qu'a causée cette décision. Dans le même temps, des tensions politiques ont émergé, à la fois à l'intérieur du gouvernement et au sein de l'opposition. Alors que les partisans de Ibrahim Traoré saluent cette prise de position ferme, de nombreux critiques accusent le président d'avoir agi de manière trop précipitée sans prendre en compte l'impact sur les relations internationales du pouvoir national du pays. Des pays voisins, sensibles à la montée en puissance du Burkina Faso, ont exprimé des préoccupations quant à l'évolution de la situation. Ainsi, les répercussions de cette décision ont non seulement redéfini les rapports de pouvoir au Burkina Faso, mais ont également initié une nouvelle dynamique géopolitique dans la région, où le pays, autrefois considéré comme fragile, a montré sa volonté de se défendre contre les ingérences internes et externes. En analysant les événements récents et en regardant vers les 6 à 12 mois à venir, trois trajectoires principales peuvent dû se dessiner pour le Burkina Faso, selon des dynamiques internes et externes qui façonneront l'avenir immédiat du pays. Imaginons d'abord une trajectoire de stabilisation interne et de renouveau institutionnel. Après des mois de turbulences, le Burkina Faso parvient à stabiliser sa situation interne. Les réformes économiques et politiques lancées par Ibrahim Traoré commencent à porter leurs fruits. L'assainissement de l'administration et de la classe politique permet de renforcer la confiance du peuple et de restaurer une certaine stabilité économique. Le pays se réoriente vers un modèle plus transparent où les initiatives locales commencent à compenser les perturbations économiques causées par les décisions du gouvernement. Les investisseurs, d'abord réticents, commencent à revenir, attirés par un environnement politique plus prévisible et un cadre juridique plus rigide contre la corruption. Dans ce scénario, le Burkina Faso se redresse, mais il reste vulnérable aux tensions sociales et aux pressions internationales. Imaginons ensuite une trajectoire plus optimiste, portée par la croissance et une intégration régionale accrue. Ibrahim Traoré parvient à capitaliser sur la situation pour engager des réformes économiques profondes et des partenariats régionaux. Le pays commence à attirer de nouveaux investissements étrangers, notamment dans les infrastructures et les secteurs clés comme l'agriculture et les technologies. Le Burkina Faso, soutenu par des pays voisins, devient un acteur plus influent au sein de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Une coopération accrue avec des partenaires régionaux et internationaux permet de surmonter les défis économiques tout en consolidant la souveraineté nationale. Le climat politique est apaisé par une série d'initiatives de dialogue social et la situation sécuritaire, bien que fragile, est gérée efficacement. Ce scénario optimiste augure d'un Burkina Faso plus prospère et plus respecté sur la scène internationale. Enfin, il existe aussi une trajectoire plus sombre, celle d'une déstabilisation prolongée et d'un isolement international.
Si les tensions internes ne se calment pas rapidement et que les élites dépossédées organisent une résistance plus forte, le pays pourrait sombrer dans une déstabilisation prolongée. L'isolement international pourrait s'aggraver avec des sanctions de la part des partenaires économiques et des pressions diplomatiques croissantes. Le climat d'insécurité augmenterait avec des attaques terroristes plus fréquentes et des infiltrations de groupes armés. Le pays pourrait se retrouver en proie à une crise économique majeure alimentée par la fuite des capitaux, la fuite des cerveaux et la fermeture des frontières économiques. La classe moyenne, déjà fragilisée, pourrait se voir acculée, tandis que le pouvoir de Ibrahim Traoré perdrait de sa légitimité, accusé d'avoir échoué à instaurer un cadre sécuritaire stable et une croissance économique durable. Dans chacun de ces scénarios, Ibrahim Traoré sera confronté à des défis de taille. La capacité du gouvernement à gérer l'équilibre entre la réforme interne et les pressions externes sera cruciale pour le pays. Chaque scénario présente des risques et des opportunités, et le futur immédiat du Burkina Faso dépendra largement de la façon dont ces tensions seront résolues. Les événements qui se déroulent au Burkina Faso ne sont pas simplement un sujet d'actualité, mais une réflexion sur la résilience d'une nation face aux défis modernes. Ce qui se passe dans ce pays pourrait bien résonner au-delà de ses frontières et inspirer d'autres nations confrontées à des crises similaires. Ibrahim Traoré, en prenant des décisions aussi audacieuses, remet en question les dynamiques de pouvoir traditionnelles et force une prise de conscience collective. Mais au-delà des jeux politiques et des manipulations financières, il y a une question fondamentale qui touche chaque citoyen burkinabé: la souveraineté nationale. Le Burkina Faso, en défiant ses élites et en affichant sa volonté de ne pas céder à la pression externe, envoie un message puissant. Ce n'est pas seulement un combat pour l'indépendance politique, mais aussi un combat pour la dignité et l'avenir du peuple. Les répercussions de cette lutte dépassent largement les frontières du pays, et le monde entier regarde, se demandant si un modèle de gouvernance basé sur la transparence et la responsabilité peut réellement prendre racine dans un contexte aussi complexe. En tant que spectateurs, nous devons nous interroger: que ferions-nous si nous étions à la place de Ibrahim Traoré? Comment réagirions-nous face à une telle opposition interne et externe, tout en devant préserver la stabilité et la sécurité de notre nation? La situation au Burkina Faso nous pousse à réfléchir sur nos propres valeurs et sur la façon dont nous, en tant que citoyens du monde, pourrions répondre à de telles épreuves. Face à la crise complexe qui secoue le Burkina Faso, une feuille de route claire est nécessaire pour guider le pays vers un avenir stable et prospère. Ibrahim Traoré, bien qu'engagé dans des réformes audacieuses, doit désormais surmonter les défis de la mise en œuvre de ses décisions et répondre aux attentes croissantes de la population. Trois étapes essentielles peuvent aider à restaurer la confiance et garantir la pérennité des réformes. Pour commencer, le gouvernement doit renforcer la transparence et la responsabilité institutionnelle. Il doit mettre en place des mécanismes robustes pour surveiller la mise en œuvre des réformes économiques et politiques. Une meilleure transparence dans la gestion des fonds publics et une stricte surveillance des processus de décision sont primordiales. Les citoyens doivent avoir accès à des informations claires et vérifiables pour pouvoir participer activement au processus de réforme. Ensuite, il devra stabiliser l'économie et encourager la croissance locale. Le gouvernement doit investir dans des initiatives locales pour soutenir les petites entreprises et créer des emplois. La diversification de l'économie au-delà des secteurs traditionnels est cruciale. Cela inclut des investissements dans les infrastructures, l'agriculture durable et la technologie. Le renforcement des capacités de production locales permettra de réduire la dépendance du pays aux investisseurs étrangers
tout en créant une économie résiliente. Enfin, il faudra renforcer la sécurité nationale et la cohésion sociale. Le Burkina Faso fait face à des menaces externes et internes. Il est essentiel de consolider la sécurité intérieure, non seulement en luttant contre les groupes terroristes, mais aussi en favorisant la réconciliation nationale. Les mesures de justice transitionnelle et de réconciliation doivent être mises en place pour guérir les divisions sociales et apaiser les tensions politiques. Ces étapes ne sont pas seulement nécessaires pour la stabilité du Burkina Faso, elles sont aussi essentielles pour maintenir l'élan des réformes et garantir que le pays ne sombre pas dans l'instabilité. L'engagement de Ibrahim Traoré envers ces objectifs sera déterminant pour l'avenir du Burkina Faso. À la croisée des chemins, le Burkina Faso fait face à un tournant historique. Ibrahim Traoré, avec son audace et sa vision, a défié les normes établies, mettant en lumière les failles d'un système corrompu. Mais ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui cherche à imposer son pouvoir, c'est l'histoire d'un peuple qui, après des décennies de silence, choisit de se tenir debout et de redéfinir son avenir. En brisant les chaînes du statu quo, le Burkina Faso ouvre une voie difficile mais essentielle. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un président. Il incarne l'espoir d'un changement radical. Mais ce changement, bien que nécessaire, est semé d'embûches. Les défis qui se dressent devant lui sont nombreux, mais ils ne sont pas insurmontables. L'avenir du Burkina Faso ne repose pas uniquement sur les décisions politiques, mais sur la résilience de sa population. Chaque citoyen, chaque communauté doit désormais faire le choix de s'engager pour un avenir où la souveraineté et la justice ne sont pas de simples mots, mais des principes vivants. L'histoire ne se répète pas, elle se réinvente. Le Burkina Faso, avec son peuple éveillé, est prêt à écrire un nouveau chapitre. Le Burkina Faso est à un carrefour critique et l'histoire qui se joue aujourd'hui pourrait bien marquer les générations futures. Le chemin tracé par Ibrahim Traoré est incertain, mais il est aussi porteur d'espoir. Cependant, ce n'est pas un combat que le pays peut mener seul. La communauté internationale, les nations voisines et chaque citoyen burkinabé ont un rôle à jouer. L'avenir du pays dépend de la volonté collective de s'engager dans un processus de transformation durable. Aujourd'hui, la question qui se pose à nous tous est: jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre ce que nous croyons juste? Le Burkina Faso a montré qu'un peuple éveillé peut redéfinir son destin. Mais ce combat ne doit pas s'arrêter là. Le changement ne se limite pas à un seul pays. Il s'agit d'un mouvement global pour un avenir plus juste et équitable. Alors, qu'allez-vous faire pour soutenir cette vision de souveraineté, de justice et de solidarité? Le Burkina Faso attend une réponse. Vous aussi pouvez être une partie de cette transformation.